Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue. Bon retour dans Interrogeons-nous. Bonjour, docteur Nyege. Bonjour, M. Koukam. C'est la première fois que vous êtes dans cet exercice, Interrogeons-nous. Oui. Et aujourd'hui, nous allons avec vous échanger, surtout pour nos téléspectateurs, de la question du nominalisme. Oui. Docteur Nyege, qu'est-ce que le nominalisme? Le nominalisme, on peut dire, c'est une doctrine qui consiste en la pensée selon laquelle les noms ne sont pas objets d'expérience. Si vous voulez, de manière historique, le nominalisme, c'est une attitude intellectuelle qui consiste à penser que les concepts généraux, les termes généraux n'ont de sens que parce que ce sont des noms. Ils ne sont pas susceptibles ni de démonstration ni d'application. Cette attitude de pensée prend racine dans l'Antiquité grecque, notamment chez Platon, dans son combat contre la sophistique. Les sophistes reprochaient à Platon d'être trop abstrait, d'être idéaliste. Les sophistes avaient pour habitude de prendre l'exemple d'un cheval. Ils disaient par exemple qu'ils voyaient le cheval, ce cheval-ci, et non pas la cabalistique, c'est-à-dire l'essence du cheval. À partir de là, ils disaient que les termes généraux, les idées générales n'ont pas de sens, n'ont de sens que pour l'esprit, pour le langage. Et c'est cette attitude-là qu'on appelle le nominalisme. Le nominalisme, si vous voulez, est une attitude anti-idéaliste. C'est-à-dire, quand vous êtes contre l'idéalisme, on vous qualifie de nominaliste. Oui, parce que vous pensez que les idées générales, les notions métaphysiques sont creuses et ne sont pas objets d'expérimentation dans le concret. Et c'est une doctrine qui va se développer tout au long de l'histoire de la philosophie, jusqu'à nos jours, d'une certaine manière, où elle a donné naissance au constructivisme ou au conventionnalisme, comme nous verrons par la suite. Mais la doctrine nominaliste, le nominalisme a connu un grand retentissement au Moyen-Âge, notamment avec la querelle des universaux. Lors de cette querelle, deux camps s'opposaient. Le camp des nominalistes, représenté par Rosselin de Compiègne, qui pensait que les termes généraux n'ont de sens que de noms et ne peuvent pas être objets d'expérience, ni dans les faits, ni même dans la pensée. C'est juste des représentations. Alors que Rosselin, l'autre Guillaume de Champeaux, lui, il donnait aux idées abstraites comme Platon la réalité des faits, que les idées conservent de la matière. Et au cours de cette querelle des universaux au Moyen-Âge, entre Rosselin et Guillaume de Champeaux, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Pierre Abelard du Palais, qui a conçu ce qu'on a appelé le réalisme modéré. Celui-ci a consisté à arbitrer en quelque sorte les excès ou les extrêmes du nominalisme de Rosselin et du réalisme de Guillaume de Champeaux. Il disait précisément que Rosselin a eu tort de penser que des termes généraux, il n'y a rien à tirer d'une certaine manière. Parce que ces termes-là, justement, sont des outils du langage. Ça sert à l'expression du langage. De la même manière, Guillaume de Champeaux a allé un peu loin aussi en pensant que seules les idées conservent la réalité. Parce que, à bien voir,
la réalité de ces choses-là n'est pas physique, n'est pas perceptible, n'est pas tangible. Donc, il vaut mieux, tout en gardant un pied sur le nominalisme, ne pas totalement rejeter le réalisme. Alors, ça peut prêter à confusion entre nominalisme et réalisme, mais je l'ai dit dès le départ, le nominalisme, c'est l'anti-idéalisme. L'idéalisme, c'est le réalisme, au sens de la réalité des idées, Oui. au sens de ce que les idées, celles sont réelles. Mais l'attitude fondamentale qui s'oppose à l'idéalisme et au réalisme, c'est l'empirisme. C'est l'empirisme. Donc, de cette manière-là, il y aura des tendances nominalistes au Moyen-Âge jusqu'à à peu près à Guillaume d'Occam, à la fin du Moyen-Âge, vers la fin du XIVe siècle. C'est une doctrine qui traverse l'histoire de la philosophie, dont on trouve des ramifications chez quelqu'un comme Thomas Hobbes, avec sa philosophie du langage, des nominations, des désignations, etc., etc., où les questions de créer les choses en les appelant. Chez Thomas Hobbes, que les noms sont des conventions. Les conventions, on crée une chose quand on l'appelle par son nom. C'est ça, c'est ce qui a consisté le constructivisme de Thomas Hobbes. On va voir les ramifications, la postérité de cette doctrine chez les scientistes comme Duhem enfin Duhem et l'autre là, Pierre Duhem, enfin on se limite à lui, mais la doctrine va connaître une abondante postérité à la période moderne avec l'école de Vienne, l'école de Vienne qui va donc accentuer, je veux dire, qui va réactualiser le nominalisme des anciens. Je ne peux pas encore entrer dans cette école-là, mais il était question pour le cercle de Vienne de rejeter la métaphysique complètement et de recenser tout ce qui a trait à la métaphysique, aux concepts généraux, et de les écarter de la science. Il était question d'unifier la science, que la science soit un système unifié ayant pour méthode la logique dont la philosophie est au service. Et Karl Popper va s'opposer à ces gens-là, notamment dans Misère de l'historicisme, pour dire qu'on ne peut pas se défaire de la métaphysique à force de prétendre s'opposer à la métaphysique. La science même est menacée de disparition. Parce que pour Karl Popper, ce qu'on peut rechercher pour les sciences, ce n'est pas tant leur unification que leur point d'accord au niveau méthodologique. Et la grande originalité de Karl Popper va donc consister à dire que toutes les sciences sont nominalistes et réalistes. Pourquoi il dit cela? Il prend l'exemple des notions comme la vitesse, comme l'énergie, comme le mouvement. Il dit que ces notions ne signifient rien. Ils peuvent signifier quelque chose que si on expérimente, si on entreprend un certain nombre d'opérations. En dehors de ça, le mot vitesse ou le mot mouvement, le mot énergie peut avoir la même charge sémantique que le mot idée ou le mot absolu. Bon. Docteur Niégué, ça fait plein de choses. Merci pour l'introduction déjà. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on appelle concept général? Les concepts généraux, c'est quoi? Oui, merci. Les concepts généraux ou termes généraux ou idées générales, c'est des notions abstraites capables de contenir un certain nombre d'applications, d'être objet d'un certain nombre d'applications concrètes. Mais c'est un terme, on va dire, surplombant, un terme unifiant, universalisant, englobant, qui renferme un certain nombre de propriétés. Prenons par exemple l'idée
Chez Platon, par exemple, Platon représente cela de façon très, très explicite et prend l'idée, par exemple, l'idée de chaise. Quand on dit la chaise, on ne désigne pas une chaise particulière, ou un modèle particulier, c'est une idée générale. La chaise ne se représente pas parce que je vois Parce de la chaise, c'est le concept de chaise qui me renseigne sur la chaise en réalité. Effectivement. Autrement dit, c'est un idéal. Oui. La chaise, en tant que terme général, représente un idéal régulateur, Oui. un idéal inatteignable, mais susceptible d'une infinité de représentations concrètes. D'une chaise. On peut parler du tabouret, oui. on peut parler du canapé, oui. On peut parler des chaises, de tout type de chaises, Louis XIV. Alors qu'en réalité, si je veux me fier à une perception physique de la chaise, je risque de me tromper de définition de la chaise. Effectivement. Donc, il vaut mieux définir la chaise telle que je l'entends dans ma tête. Oui, effectivement. Et d'où la polémique, Dr Niégué. Est-ce que en donnant une définition qui n'est pas représentée, je dis là pour les matérialistes et pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent la chaise c'est ce que je vois, la chaise c'est un objet, qu'est-ce que vous leur dites pour leur dire la différence qui existe entre un concept et peut-être une définition d'ordre général? Non, le problème ici consiste dans l'idéalisme en ce que le monde réel, la réalité, n'est plus objet d'attention. Ce qui importe dans cette attitude, on va dire, idéaliste, c'est le monde des idées. Platon, par exemple, comme vous le savez, considère que le monde, c'est un lieu de simulacre, des illusions, des apparences. Rien n'est vrai dans notre monde. Nous sommes plongés dans le mensonge, dans la caverne. Alors, à partir de ce moment-là, l'élévation seule vers ce monde des essences, des formes intelligibles, constitue la mission du philosophe, car à ce moment-là, la vraie réalité, la seule vraie réalité, c'est dans le monde des idées. Vous voyez où est le problème? Oui. Le problème, c'est l'évasion du philosophe dans l'abstraction pure. Oui. Une évasion que ne peut pas faire n'importe qui. Que ne peut pas faire n'importe qui, effectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression, à un moment donné, que la philosophie égare. Oui, c'est justement ça qui a donné des tas d'accusations à la philosophie. On connaît la philosophie, je vais dire banalement par ses préjugés, des préjugés dont on fait montre des gens comme Diogène Laërce ou les gens comme les pythagoriciens ou même quelqu'un comme Socrate qui la philosophie se caractérisait plus parce qu'elle a des tapes à l'œil de l'excentricité, de l'anarchisme en quelque sorte. On voit Diogène Laërce se promener lampe à la main disant que je cherche l'homme. On voit même les stoïciens mener une vie d'austérité. On voit Socrate qui parcourt les rues en disant que, en donnant ses enseignements, en s'affrontant à la sophistique régnante et en disant que en appelant, en quelque sorte, à la révolution sociale, à la réforme de l'ordre établi. C'est pour ça qu'il a été, d'ailleurs, que Socrate a été jugé, condamné à mort, parce qu'il était devenu un anarchiste dans la Grèce de son temps, à cause de ses prises de position, à cause de sa méthode qui consistait à dégonfler les gens orgueilleux. Donc, si vous voulez, la philosophie a été dénigrée dès le départ à cause du mode de vie, du style de vie
de la façon de faire des philosophes. Et c'est ça qui a été à l'origine d'un autre courant de pensée qu'on va appeler l'empirisme. L'empirisme qui... Peut-être pour y entrer, Dr Nyege, Oui. est-ce si le nominalisme s'oppose au matérialisme, est-ce que la question fondamentale n'est pas de savoir ce qui vient avant entre le concept et la réalité? Est-ce que entre le concept et la réalité, parce que je vais banalement l'exprimer, je tiens le bic dans ma main, je tiens ce crayon à billes dans ma main, et je peux lui donner un nom à partir d'une expérience que j'ai du crayon à billes. Mais je peux aussi lui donner un nom. Est-ce que je peux lui donner un nom sans le voir? Ou bien sans la voir? Est-ce que des choses qui n'existent pas ont des noms? Question. Oui, est-ce que des choses qui n'existent pas ont des noms? Ou alors, est-ce qu'une chose peut n'exister que dans l'esprit? Dans l'esprit. Parce que si on va voir chez Platon, c'est à peu près ça. C'est ça. Oui. C'est ça. L'idée est une chose purement abstraite, donc spirituelle. Le nominalisme est un matérialisme dans la mesure où c'est une attitude, comme on a dit, c'est une attitude anti-idéaliste. C'est contre l'idéalisme. Donc, ce qui est contre l'idéalisme va du côté de l'empirisme, du matérialisme, des choses concrètes. Donc, l'attitude nominaliste est une attitude scientiste ou positiviste qui consiste en l'expérience des choses concrètes, en l'expérimentation et la mise en théorie possible des choses concrètes. Cependant, on voit par exemple que les idées générales, les concepts généraux subsistent indépendamment de l'expérience. Même chez les nominalistes, ceux qui se disent empiristes ont des concepts généraux au moyen desquels ils procèdent à des désignations. C'est là que Popper a été très très important en disant par exemple que quand le scientifique parle de vitesse, de quoi est-il question s'il ne passe pas à l'expérience, s'il ne passe pas à la démonstration, à la vérification ou plutôt à la falsifiabilité? Ce n'est qu'une idée générale. Le mouvement, c'est la même chose. Alors, d'où vient-il l'opposition entre la métaphysique et le positivisme ou l'empirisme? Alors, c'est à partir de là, on voit que si aussi bien la métaphysique que l'empirisme emploient tous des termes généraux, on voit que l'opposition établie entre les deux courants de pensée ne peut être qu'abusive. Toutes les sciences, selon Karl Popper, sont à la fois nominalistes et réalistes. Oui, bien sûr. Oui, Oui, dans ce cas. Oui, dans ce cas. Dr Nyege, est-ce que entre le mot et la chose, Oui. puisqu'on est finalement dans cette dynamique-là, Oui. j'ai envie de vous poser la question, aussi banale qu'elle soit, de savoir entre le mot et la chose, qu'est-ce qui précède finalement? Entre le mot... Où on n'a pas à chercher qu'est-ce qui vient avant, entre le mot et la chose. Alors, à partir de là, on peut remonter, ou plutôt redescendre, aux sources même du langage. Aux sources même du langage. À quoi sert le langage? Quoi sert le langage? Je crois que, en réalité, ce qui ne peut pas être désigné n'existe pas. Ou bien n'existe que dans l'esprit. Ou même n'existe pas. Puisque... Est-ce qu'une chose peut être désignée avant d'exister? Une chose peut exister à deux niveaux. L'existence d'une chose peut être de façon purement abstraite, au niveau spirituel. Quand on est passé à une convention, c'est-à-dire à l'accord de ce que, par exemple, quand on dit Dieu, les esprits s'accordent là-dessus. Mais une chose peut aussi exister de façon concrète dans l'expérience quotidienne
Par exemple, on va dire le ballon ou, je ne sais pas, la voiture. Tout le monde est d'accord, tout le monde sait de quoi il est question. Ou arbre, ou je ne sais pas quoi. Peut-être prenons un concept plus général. Prenons le temps. Oui, le temps existe sous une forme métaphysique. Oui. Mais le temps, on a réussi à matérialiser le temps. Donc, c'est-à-dire que le temps existe sous sa forme métaphysique, mais existe aussi sous sa forme positive. Tout à fait. Vous êtes là dans l'augustinisme des préoccupations de Saint-Augustin. Le temps existe-t-il? En réalité, est-ce que le temps existe? Est-ce que l'existence est la même chose que le temps? Est-ce que Dieu a créé le temps? Dieu crée par la seule force de sa parole, mais est-ce qu'il a créé le temps? Et d'une certaine manière, Saint-Augustin penche vers l'idée selon laquelle c'est l'homme qui est créateur du temps. Parce que Dieu n'a fait que l'éternité des choses, c'est-à-dire la présence éternelle des choses. Donc l'homme est le créateur du temps en ce qu'il voit les choses dans une succession chronologique, hier, avant-hier, demain, ainsi de suite, et la succession des jours et des nuits. Il est arrivé donc à se faire des catégories temporelles. Des catégories temporelles. Des saisons. À travers lesquelles... Des tranches horaires. Des désignations temporelles. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est, on va dire, le temps existe en tant qu'idée générale. Donc, dans l'esprit humain, la notion de temps est ancrée. Elle est née d'une expérience du temps que nos ancêtres ou nos aïeux ont fait. Et cette idée-là n'a pas cessé d'exister dans nos esprits. À partir de là, des différentes manières de se représenter le temps ne sont que la manifestation d'un seul temps qui est ancré dans l'esprit humain. L'esprit humain fait usage du temps, fait l'enrichissement ou procède à des représentations différentes d'un même temps. C'est la même chose que l'idée générale et ses différentes formes de représentation. Nous sommes peut-être dans un environnement, dans un monde qui nous impose des idées généraux, dans lesquelles nous sommes obligés d'apporter notre signification. Parce que vous le dites, on le disait, vous prenez l'exemple de la vitesse tout à l'heure. Bon, la vitesse a beau être un concept général, mais l'homme met un contenu, il met un contenu, il chiffre la vitesse. Donc, est-ce qu'on peut penser que on est dans un monde, disons, infini, dans lequel nous sommes tenus d'apporter une dimension qui est liée à notre nature. Effectivement. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Oui, je perçois. Que notre intelligence, ce serait d'apporter une particularité dans cet universel trop général de laquelle nous ne pouvons pas, nous n'avons pas un impact que si nous prenions en notre compte ces dimensions universelles-là. C'est là que nous retrouvons, d'abord nous retrouvons Thomas Hobbes qui dit « Les notions d'infini ne sont que l'incapacité de l'homme de représenter une chose de façon absolue, indéfiniment. » Or, en parlant d'infini, il a déjà circonscrit d'une certaine manière le réel ou l'absolu. Donc la notion d'infini est une catégorie déjà arrêtée. On ne peut faire l'expérience, une chose ne peut exister, et on l'a déjà dit, que si elle est désignée. C'est la désignation, c'est la nomination qui fait advenir toute chose à l'existence. À partir de là, ça, les questions nominalistes, la querelle des universaux aboutit à ce qu'on appelle le constructivisme. Le constructivisme consiste à penser que l'homme est l'auteur de toute chose qui existe. L'homme est le créateur de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. En dehors de l'homme, rien ne peut exister ni même être pensé. Voyez, c'est le constructivisme radical, tel qu'on peut le voir chez Bouveresse
ou Václavic actuellement. Je crois que c'est l'un des derniers courants de pensée en date et qui ne sont pas vraiment... qui sont dignes de considération. Oui. Parce qu'ils représentent l'homme comme étant vraiment au centre de tout. L'anthropocentrisme radical. C'est l'homme qui a créé même Dieu. Parce qu'en dehors de l'homme, Dieu n'existe pas. Si, par exemple, nous étions au bureau tout à l'heure, est-ce que Dieu existe là-bas sans une conscience qui le représente? Mais imaginons, est-ce qu'on peut même imaginer, puisque c'est toujours l'homme qui imagine et qui peut appeler à l'imagination. Donc, les problématiques nominalistes ou la querelle du nominalisme et du réalisme aboutit à la question du constructivisme. Et le constructivisme ne s'est pas aussi fait d'un seul jour. On voit déjà ça chez Thomas Hobbes, hein, c'est le conventionnalisme. Tout est question de convention. Quand les hommes décident d'appeler cette chose, par exemple, le livre, cette chose entre à l'existence à ce moment-là et les consciences s'accordent. Cependant, la tentative des générations succédant est de croire que la chose qu'on a désignée livre existe comme telle dans la nature. Or, rien n'existe comme tel dans la nature. C'est un construit. C'est un construit. Et à partir de ce moment, on ne devrait pas sortir sans parler de la notion d'universel. Oui. D'universel tel quel, dans son sens confisqué, permettez le terme. Je crois que vous voyez où je vais en venir. Oui, pour voir, parce que quand on parle de constructivisme, c'est certainement un courant, un courant philosophique, mais il faut voir comment est-ce que ce courant veut s'imposer dans un ordre universel aux autres. Parce que nous, en tant que population ou bien peuple de l'univers, ne percevons pas le monde toujours comme ça. Tous les peuples ne pensent pas que parce que nous pensons une chose, elle existe et jamais au-delà de nous. Oui. Il y en a qui continuent de penser que le monde existe au-delà de nous. Comment est-ce qu'on réussit à gérer ce conflit dans une contemporanéité comme celle-ci? Comme celle-ci. Oui. Alors, il faut voir qu'il y a comme une ignorance, je veux dire universelle, de ce que l'homme, en créant, ignore effectivement de ce qu'il est le créateur. À partir de ce moment-là, certaines conceptions deviennent comme étant inscrites comme telles dans la nature. Et à partir de ce moment-là, on a tendance à les imposer aux autres comme étant la vérité. Prenons l'exemple de la démocratie. La démocratie, c'est une construction, un modèle de gouvernement typiquement occidental. On a créé le mot et on a essayé de lui donner un certain nombre de propriétés dans ses applications. Or, il y a diverses manières d'expérimenter la démocratie, même sans la nommer. Et donc, je veux dire, l'existence humaine, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation, d'une manière ou d'une autre, manifeste toujours quelque chose de ce qui relève de la démocratie. À partir de ce moment-là, vouloir imposer aux autres sa manière de concevoir la démocratie, c'est un abus, c'est un diktat. C'est un diktat. De la même façon, toutes les valeurs de la mondialisation, les valeurs d'État, la façon de construire des États, la façon même de penser le développement. Les perceptions de la liberté. Les perceptions de la liberté. Oui. Tout cela témoigne d'une certaine ignorance, pas simplement de la part des gens qui reçoivent, mais aussi de la part des gens qui créent ou qui conçoivent ces représentations-là. Prof, imaginons-nous quelque chose. Est-ce que ceux qui conçoivent ces représentations ne se perçoivent pas comme
eux-mêmes des concepts généraux. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que réussir à se faire une représentation et s'imaginer que cette représentation s'impose nécessairement aux autres, c'est certainement se percevoir comme un infini qui règle ou bien qui régule le fini. Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? Je vois. J'exagère un peu, mais... C'est la manifestation à rebours de ce qu'on appelle l'anthropocentrisme radical. Oui, sauf que dans cet anthropocentrisme-là, Il y a on a même défini un type d'anthropos qui correspond à cette démarche-là. Oui, on a là, on a là une philosophie très dynamique. Parce qu'il y a là l'archétype, l'homme primordial, qui se représente dans une certaine civilisation, qui est représenté par une certaine civilisation. Oui. Or, c'est cet homme-là, l'homme primordial, capable d'inventer des catégories, qui est l'homme même que nous sommes, que tout homme est. À partir de ce moment-là, des civilisations ne peuvent se construire que de façon purement conventionnelle. Et il n'y a pas à imposer une façon de voir, un modèle de vie, un mode de pensée aux autres. Mais ce que nous ignorons, c'est cette capacité à être nous-mêmes créateurs de nos valeurs, à être créateurs de nos concepts. Je veux dire, le type occidental est l'incarnation du démon qui est en tout homme. Il a pris conscience de cela, mais il y a aussi comme une ignorance qui accompagne cela, parce qu'il pense qu'il a reçu cela de la part de la nature, il a reçu la mission d'être au centre du monde. Mais en fait, je continue, je le répète, que tout homme prenne conscience que l'occidental n'est qu'un type d'homme. Et à l'intérieur de ce type d'homme-là, c'est le même homme qui parle, l'homme primordial qui s'exprime dans toutes les civilisations. Docteur Nyege, est-ce que finalement la vocation de l'homme n'est pas de nommer, de tout homme dans ce cas? Et la faiblesse, pour ceux qui subissent ces nominalisations, je préfère qu'on permettez que j'utilise le terme comme ça, est-ce que leur faiblesse, c'est de ne pas rentrer dans l'exercice? Et du coup, les autres le font à leur place. Oui, effectivement, c'est le courage de croire que tout ce qui existe n'est en fait que des inventions. Quand on a une valeur, on ne sait pas que cette valeur-là, à un moment donné, a été imposée. Quand on a, par exemple, Dieu ou la religion, on pense que c'est venu du ciel, c'est tombé du ciel à la terre. Or, il n'en est rien. C'est l'homme qui, progressivement, a eu à construire cette catégorie-là. Donc, l'homme doit prendre conscience de son pouvoir, de sa toute-puissance dans le monde, à créer toute chose, à détruire toute chose. Je prends ça peut aller loin. Je prends parfois l'exemple de l'arche de Noé, qui est symbolique à plus d'un titre. L'arche de Noé. Dieu a créé un premier monde sans l'homme. Ce monde-là a été englouti dans l'inondation. Mais avant de l'engloutir, il a demandé à Noé de faire un gros bateau, un coffre de bois imputrescible. En fait, le bateau de Noé, c'est un coffre de bois imputrescible qui conserve les tables de la loi de l'humanité. Voilà pourquoi, quand l'inondation finit, Dieu demande donc, Noé s'arrête et les couples d'animaux, de toutes choses, des plantes qu'il a embarquées dans cet arc, qui n'est en fait que le langage, dans cette arche, commence donc à sortir. Et à chaque fois, il demandait de désigner ces choses-là. Désigner ces choses-là, ça veut dire en quelque chose de façon métaphorique et symbolique, Dieu n'a pas créé le monde sans l'homme. L'homme a été le créateur du monde et même le premier monde qui a été créé par Dieu a été déchu.
dans l'inondation, et c'est le seul vrai monde que Dieu a créé avec l'homme, en associant l'homme qui existe jusqu'à nous, qui a consisté à demander à Noé de désigner chaque chose par son nom. Et c'est comme ça que les choses sont arrivées à l'existence. Ça, c'est comment dire, c'est une façon de penser le constructivisme dans lequel nous vivons sans le savoir. Bien de questionner le questionner. Oui. Pour le construire, non plus à l'échelle seulement dans un universel biaisé, mais de commencer cet universel, comme le dit Habermas, dans le particulier. Oui. Il s'agit de ne pas condamner la pensée, de ne pas condamner la créativité, de ne pas condamner la possibilité de s'étendre, en pensant que l'homme est au centre de toutes les valeurs, au centre de tout. On donne à l'homme justement la possibilité de créer un autre Dieu, ou alors d'inventer d'autres Jésus, ou alors de voir que, en fait, ce à quoi nous nous attachons n'a pas été donné comme tel par la nature, mais à un moment donné de l'histoire, et que de telles inventions, de telles constructions, de telles représentations ne sont pas limitées, ne sont pas cadenassées, ne sont pas arrêtées. Que ça doit, la dynamique de la création, de l'inventivité doit continuer. C'est ce que j'aime bien chez le père Nicolas Malebranche, qui parle de la création continue. La création continue. Dieu n'a pas créé le monde tout d'un coup. Il continue à créer à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos valeurs. Il continue à créer le monde. Et du coup, on se retrouve avec quelquefois des constructions mentales communes qui nous donnent de nous accorder sur certains faits. Tout à fait. Mais, docteur, voyez-vous, les choses ne se passent pas comme ça. Il se passe que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est passé à entériner les visions du monde des plus forts, des plus fortunés. Ce sont eux qui ont construit le monde. Ce sont ces puissances-là qui créent le monde, qui construisent le monde. Ce sont ces puissances-là qui font l'histoire et qui refont l'histoire. Ce sont ces puissances-là qui valident les pensées ou qui en invalident d'autres. Mais le monde n'est pas tel que n'importe qui peut lui donner sens. Ne peuvent être créateurs de sens que ceux qui ont un certain pouvoir, une certaine autorité. C'est ce qui domine le rapport de force. Ce qui domine le rapport de force, qui impose que dorénavant, nous reformons ceci. Par exemple, nous n'allons plus appeler ceci la route ou le ciel. Dorénavant, on arrête que ceci va s'appeler pierre ou fleuve ou mer. Et on peut balancer comme ça de façon indéfinie. Docteur Nyege, il y a quand même une curiosité, c'est que nous avons des concepts qui sont, malgré la diversité des langues, qui s'accordent quand même. Comment est-ce que, c'est-à-dire que des gens ne se sont pas assis un matin à un endroit pour dire que le fleuve, voici comment on va l'appeler, mais quel que soit, c'est-à-dire quand vous traduisez, vous vous retrouvez dans le même contenu. C'est ça que j'appelais tout à l'heure des constructions mentales. Comment est-ce qu'on peut expliquer que l'homme parvienne à ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de crédit dans la philosophie platonicienne selon laquelle on vient tous de quelque part et que notre monde sensible n'est qu'une transposition d'un monde intelligible, qu'une fausse transcription d'un monde intelligible qu'on aurait vécu quelque part? Là, c'est le mythe de... c'est dans, je crois, la maïeutique. Oui, c'est la maïeutique socratique qui consiste en cette méthode qui consiste
à réveiller ce qui est enfoui en nous, à mettre en lumière ce qui est enfoui en nous. Mais cela témoigne de l'unicité de l'espèce humaine. C'est l'essentialisme. Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure de l'homme primordial, dont nous ne sommes que des ramifications. C'est dans la mystique juive qu'on a cette représentation de Adam Kadmon, qui est l'homme primordial. Donc nous sommes issus d'un même ancêtre, ce qui fait que toutes les langues, d'une certaine manière, ont des points, des accointances qui font que on peut traduire telle chose ou telle chose dans telle ou telle autre langue. Mais on se retrouve finalement dans la même conception de la chose. Oui, c'est ça l'essentialisme, c'est-à-dire l'unicité de l'essence humaine malgré sa diversité, malgré les diverses conceptions. Et il y a quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau qui va plus loin et dit que malgré la sauvagerie présumée de la civilisation occidentale vis-à-vis des civilisations éloignées, malgré tout, toutes les civilisations ont des valeurs morales, se ressemblent au niveau de la moralité, qui, d'une manière ou d'une autre, existe dans toutes les civilisations du monde. Du coup, on peut conclure, parce qu'on est en train de finir, que on ne doit pas rechercher les choses à nommer, ni dans l'essentialisme, ni dans le constructivisme, ni dans le matérialisme, ni dans une sorte d'idéalisme. C'est tout cet ensemble qui donne la capacité à nommer. C'est tout cet ensemble, c'est-à-dire à la fois l'expérience physique, l'expérience spirituelle, à la fois tous les types de pensée, tous les contenus de pensée, toutes les théories nous permettent à un moment donné de parvenir à des conventions, à des points d'accord qui sont créateurs de la réalité. Il faut arrêter de penser que l'homme est soit positiviste, soit métaphysique. Effectivement. Soit ceci, de sectionner l'homme. De le compartimenter, de penser que les uns ont tort, les autres ont raison, je suis idéaliste, je suis empiriste, je suis ceci. Non, l'homme est une totalité spirituelle, une totalité sensible, une totalité mystique, etc., etc. J'ai envie de poser une question, mais je vais m'arrêter là parce que la conclusion est, à mon avis, parfaite. Merci, Dr Nyege. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.